Ok, bonjour à tous. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas beaucoup de sujets à aborder, j'avais pas trop de vidéos en tête, puis j'avais aussi beaucoup moins le temps de m'intéresser aux montres. Donc là, j'ai décidé de refaire une petite vidéo parce que j'ai réfléchi à ça et que j'avais envie d'en faire une vidéo. On recycle un peu les produits. Donc aujourd'hui, j'ai trois montres qui font partie de ma collection, enfin qui faisaient partie de ma collection. On en discutera après. Et je voulais aborder le sujet qui est assez compliqué, qui est le sujet de la qualité perçue. C'est assez difficile à définir. Il y a pas vraiment d'indicateurs, mais en fait l'idée c'est vraiment de déterminer pourquoi cette montre-là vaut 100 euros, pourquoi celle-là en vaut 1000 et pourquoi celle-là elle en vaut 3000. Et le fait qu'on ait un facteur de 1 à 10 entre ces deux-là, et de 1 à 3 entre ces deux-là, entre la Baltique et l'Oméga. Donc c'est un sujet que j'ai un peu déjà abordé en filigrane au cours de mes précédentes vidéos, notamment quand j'avais présenté la Yema, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir comme amélioration notable. Cette vidéo, elle va se dérouler un peu en trois parties, je pense. Premièrement, on va parler des specs, entre guillemets, des spécifications comment dire, en fait, qui sont facilement discernables. Deuxièmement, on va parler un peu des specs qui sont un peu plus subtils et qui nécessitent peut-être un niveau de connaissance un peu supérieur. Et enfin, on va parler de quelque chose qui est un peu plus... en dernière position, on va parler des éléments différenciants qui, eux, pour le coup, sont vraiment très subtils et qui font la valeur ajoutée, mais qui ne sont pas réellement quantifiables sur une fiche produit ou même forcément visuellement. En fait. Alors, pour la première partie, je pense que c'est un peu en fait, c'est un peu la première lecture, et je pense que même les gens qui ont une énorme culture horlogère se basent aussi là-dessus en premier lieu. C'est tout ce qui est spécification qu'on peut lire sur une fiche produit. C'est-à-dire le mouvement, le verre, les matériaux en fait qui vont être utilisés. Par exemple, sur une montre comme ça, sur une Seiko là, des années 80 qui vaut à peu près 100 euros d'occasion. D'ailleurs, celle-ci est à vendre, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Vous avez des spécifications qui sont entre guillemets basiques. C'est un mouvement Seiko 7009, donc c'est l'ancêtre du 7S26 qui est elle-même l'ancêtre du 4R36-35, 4R36. Donc c'est le mouvement le plus basique de chez Seiko. C'est un mouvement qui n'a pas de stop seconde, qui est précis entre gros guillemets entre -1 et +1 minute par jour, sachant qu'en plus, avec les années, ils ont tendance à se dérégler, même s'ils continuent à fonctionner. On a un verre minéral, on a un bracelet avec une boucle qui est en tôle, quoi, enfin qui est de l'acier plié, mais y compris même le fermoir. Et donc on se retrouve avec une montre qui valait 100 euros à l'époque et qui vaut à peu près toujours ce même prix-là. Ensuite, sur des montres à 1000 euros, on commence à avoir le verre saphir, on commence à avoir un mouvement suisse. Donc après, on débat, est-ce que voilà, suisse c'est mieux que japonais, c'est pas trop le débat dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est un mouvement suisse qui coûte plus cher à l'achat. Un mouvement suisse, un mouvement comme celui-là, là, donc ça c'est un clone du 2892 de chez Soprod, je sais plus exactement le nom du mouvement. Mais ce mouvement-là, rien qu'à l'achat, il vaut entre 200 et 300 euros, quoi. Donc fatalement, c'est un petit billet en plus et ça se répercute sur les coûts de la montre. Ensuite, en termes purement de matériaux, je galère un peu là à fermer la couronne. En termes purement de matériaux, on a un verre saphir, on a une lunette en saphir, on a un bracelet qui cette fois-ci donc a un fermoir clipsé avec toute cette partie-là qui est usinée et qui est plus pliée. Bon, celle-ci est encore pliée, mais ça, c'est un choix de Baltique, entre guillemets. Bon, c'est ce qu'ils vous disent, hein, mais du coup, ça fait que le prix de la montre vaut plus cher. Les maillons sont pleins aussi, c'est pas des maillons emboutis comme sur celui-ci. Et voilà, les aiguilles, le cadran, il est plus travaillé parce qu'on a un cadran qui est glossy, donc qui nécessite un traitement différent. Et là, on arrive à la montre à 3000 euros, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ben la montre à 3000 euros, c'est pareil. Bon, elle a une lunette en céramique. En réalité, entre une lunette en céramique et une lunette en saphir, il n'y a pas forcément beaucoup de différence de prix. On avait en saphir tout pareil que celle-là. Une fois que le verre il est en saphir, la différence entre un verre saphir Oméga et un verre saphir générique que Baltic utilise, il est pas énorme. Elle est étanche à 300 mètres, elle a une valve à hélium, les maillons sont pleins tout pareil. Là, cette fois-ci,
on a une boucle qui est complètement usinée partout, tous les éléments, donc que ce soit le fermoir là ou la boucle en tant que telle, avec un système pareil à pression et des maillons pleins. Donc en fait, qu'est-ce qui justifie, entre guillemets, la différence de prix entre celle-ci et celle-ci? Parce que sur le papier, elles ont approximativement quand même les mêmes specs. Et c'est là en fait, qu'il ne faut pas se limiter, moi je pense, aux specs. Parce que en vrai, si on voit ces deux-là sur le papier, si on met des fiches aveugles, ça c'est un 2892, bon c'est retravaillé par Omega, mais c'est un 2892. Ça c'est l'équivalent d'un 2893. On pourrait dire retravaillé par Baltic, bon rassemblé par Baltic. En fait, si on met ces deux montres à côté, verre saphir, lunettes saphir, verre saphir, lunettes céramiques, maillon plein sur le bracelet. Celle-ci, elle a en plus le fermoir complet usiné. Elle a la valve à hélium en plus, elle est étanche à 200 mètres de plus. Mais qu'est-ce qui justifie que celle-ci, les récents modèles là, de Omega, ils sont à 6004 et que celle-ci est à 1002, donc un rapport de 2 à 3. Enfin de 3 à 6 entre celle-ci qui vaut 3000 et la récente. Et donc, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Premièrement, il y a le travail du boîtier. C'est pour ça que les gens qui se limitent au mouvement, c'est-à-dire que en ce moment, dans l'horlogerie, il y a beaucoup des gens qui raisonnent en termes de price range, de gamme de prix en fait qui sont au mouvement. Là on l'a vu avec SK, quand SK il monte un NH35 dans une montre à 800 balles, en fait le commun des mortels n'est pas habitué à avoir un NH35 dans une montre à 800 balles, donc on dit toujours c'est overpricé tout de suite. Moi je l'ai pas vu la montre, ça se trouve les critiques elles sont justifiées, mais je pense qu'il faut pas se limiter à ça, parce que du coup qu'est-ce qui différencie une Baltic qui vaut 1200 € à une IWC qui a basiquement un mouvement ETA retravaillé, ou une Omega, ou je sais pas, une ZRC par exemple, ou une Ralph Tech, voilà, tout ce genre de marques. Et ben en fait, la finition, moi je trouve qu'elle joue essentiellement sur les éléments de la montre. Et là, cette finition, elle est à la fois imperceptible et perceptible, mais par exemple sur l'Omega, on a une alternance des finitions qui est bien supérieure à celle de la Baltic. Bon, évidemment, il va pas faire le focus, je vais virer les deux là. Évidemment, il va pas faire le focus. Ici on a du poli, là on a du brossé, la qualité des polis elle est bien supérieure. Là on a une gravure qui est infiniment plus profonde et plus... l'épaisseur de métal est supérieure. Le bracelet, on a pareil des alternances de finition entre le tout poli des maillons du milieu et le tout brossé des maillons du extérieur. Là on a des alternances de finition sur les mêmes maillons. On a pareil sur le... Bon là elle est dégueulasse. Sur le verre, on a des couches d'anti-reflet dans tous les sens, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de réverbération sur l'Omega, voire même pas du tout. Alors que sur la Baltic, on va avoir un verre saphir qui est un peu plus laiteux. Alors parfois l'effet il est recherché, mais vous voyez, il y a moins de réverbération, enfin il y a moins d'anti-reflet. Et du coup, ça donne une impression de quelque chose qui est beaucoup moins net. C'est identique sur les index. Ici, on a des index appliqués, un logo appliqué. Ça coûte plus cher à fabriquer parce que c'est plus difficile qu'un cadran tampographié ou sérigraphié, comme ici avec des index peints. Là, la machine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le cadran qui vient et il y a une machine avec un tampon qui vient écrire toutes les inscriptions et basta. Ici, il faut les assembler, les index. Ils sont vissés, entre gros guillemets. Enfin, c'est pas vissé, c'est plutôt rifté au cadran. Donc ça justifie aussi la différence de prix. Et donc, en fait, on se retrouve d'une montre qui, sur le papier, ont les mêmes specs. En réalité, elle est beaucoup plus... en réalité, réellement, il y a beaucoup plus de travail en fait qui est apporté sur l'Omega. Et en plus de ça, c'est ce qu'on dit, on a la valve à hélium, les alternances de finition, de finition, elles sont vraiment plus poussées sur l'Omega. Par exemple, si on prend cette montre-là qui vaut 100 €, il n'y a absolument aucune alternance de finition. Je pense qu'à la base, c'est un espèce de poli, mais très mal poli, qui est devenu un brossé au fur et à mesure des rayures. Et même sur le bracelet, même si on a absolument aucune alternance de finition. Pareil sur la boucle, tout est brossé et basta. Mais après, c'est normal. Elle vaut 100 €, elle en vaut 1002 et elle en vaut 3000. Donc ça se comprend. Ici, on a des index appliqués, mais c'est pareil, les index appliqués, la différence d'index appliqué, donc là, on a un rapport de 1 à 30. Vous voyez qu'il y a c'est beaucoup plus net sur l'Omega en fait là.
Et ensuite, on a une dernière catégorie, en fait, qui est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus imperceptible parce qu'on peut les quantifier, les alternances de finition. On pourrait dire il y a tant d'alternances de finition par centimètre carré de surface de montre. Enfin, on pourrait les mathématiser, en gros, ces choses-là. Je pense pas que ce soit une bonne chose parce que de toute manière, c'est pas parce qu'on a tant d'alternances que c'est joli. Enfin, si on fait une montre zèbre, c'est pas forcément exceptionnel. Mais il y a aussi quelque chose qu'on touche avec les mains et qui est quantifiable dans les usinages, mais qui ne sera pas forcément quantifiable sur une feuille de spec. C'est vraiment la qualité perçue, la qualité perçue en main. Et en fait, ça s'explique par les tolérances d'usinage. Là, on a un bracelet qui a du jeu. Ce bracelet, il est quasiment neuf. Elle a quasiment jamais été portée sur ce bracelet. Il est quasiment neuf et le bracelet, il a quand même du jeu. Alors, les marques en ce moment avec le Neo Vintage, elles vont vous dire que oui, c'est voulu, etc. Quoi qu'il en soit, c'est quand même plus facile de faire un bracelet qui a du jeu. C'est pareil pour le fermoir. Le fermoir, le retour, il est beaucoup moins net que sur l'Omega. On va avoir une distorsion entre les deux. On peut pousser les deux espèces de petits tétons là indépendamment. Alors que sur l'Omega, le fermoir, il est clair, net et précis. Et la fermeture, elle est beaucoup plus assurée. Et en fait, ça joue dans le soin qui est apporté à l'usinage, la tolérance. Donc, ça coûte aussi beaucoup plus cher parce que ça veut dire beaucoup plus de pièces au rebut, des outils qui sont de bien meilleurs, qui sont beaucoup plus performants, et donc forcément un investissement de base qui est un peu plus onéreux. La conclusion, entre guillemets, de cette vidéo, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'il ne faut pas se limiter aux feuilles de spec, qu'il faut voir les montres en vrai, et l'adage qu'ont tous les vieux, c'est-à-dire une montre, ça s'essaye. Moi, je trouve qu'il est à la fois pertinent pour la taille et pour le ressenti, etc. Mais il est aussi pertinent pour la qualité perçue. Et même sans avoir comment dire, la science, la connaissance de toutes ces choses, des usinages, des changements des alternances de finition, etc. Même un béotien, et c'est ça qui est important en fait, c'est qu'il va voir la différence en fait il va voir la différence de finition entre une montre, même s'il ne connaît rien, il ne saura pas l'expliquer, mais il vous dira peut-être, indépendamment du design, il vous dira peut-être celle-là elle est plus jolie que celle-là, qui est plus jolie que celle-là, etc. Alors après, des fois, il y a des anomalies, hein. C'est évidemment pas un théorème vérifiable dans tous les cas, mais il y a quand même de grandes tendances qui se dégagent, et toute la tendance marketing des micro-marques de dire ouais, c'est vintage, etc., machin, pour justifier, alors, je pense que c'est pas forcément malhonnête dans tous les cas, mais pour justifier du fait que on a des fermoirs clipsés avec un tôle embouti, ou on a des bracelets grainerie qui ont du jeu, etc., sous prétexte que c'est vintage, moi je pense que d'un côté c'est honnête, mais il faut aussi dire que ça coûte moins cher de faire un fermoir qu'un un peu de jeu, etc. Et quand Omega par exemple vous ressort un hommage de la Seamaster 300, enfin pas un hommage, une réédition de la Seamaster 300, le bracelet, ok, il est flatlink, etc., mais le bracelet, il a aucun jeu. Le fermoir, il est pas en embouti, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas vu en vrai, mais le fermoir, il est pas en embouti. Le verre, il est traité anti-reflet, il est saphir, la lunette, elle est céramique, etc. Donc, il faut faire quand même un peu attention à tout ça. Là, je vais un peu embrayer pour ma paroisse. Enfin, je vais pas un peu parler de ma paroisse, mais quand je vous vends, par exemple, sur le site Relax, là, d'ailleurs, vous pouvez cliquer en barre d'infos, une montre entre guillemets vintage, là, qui est la réédition la réédition, l'hommage à la 5513. Et je la vends moins cher parce qu'en fait, fatalement, ça vaut moins cher d'avoir un bracelet avec une boucle en tôle emboutie que une boucle fermée, etc., qui est taillée dans la masse avec des maillons qui sont vissés, machin. Et il n'y a pas de... Enfin, je pense que c'est honnête aussi de dire que le soi-disant vintage, le néo-vintage coûte moins cher à fabriquer que quelque chose qui soit totalement neuf si on reprend les codes de fabrication d'avant. Si on fait comme Omega du Neo Vintage en reprenant les méthodes de fabrication modernes, ça vaut le même prix qu'une montre moderne.
Donc voilà, c'était un peu l'idée de faire une vidéo sur la qualité perçue. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savaient déjà et qui l'avaient déjà ressenti, mais en tout cas, je pense que ça valait le coup de faire une vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien sur Relax en barre d'infos. Ces deux montres aussi, elles sont à vendre de ma collection personnelle. Là, je les vends. Pareil, vous aurez les annonces en barre d'infos. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis portez vos montres, quoi.